Au tribunal, mon père s'est levé à la barre des témoins, a regardé droit dans les yeux de la juge et a déclaré avec une certitude absolue, le studio de yoga et la camionnette ont de la valeur aujourd'hui. Finalement, ils reviennent de droit à Lucas, le garçon qui a vraiment l'étoffe d'un chef, qui a une famille, qui a un véritable avenir. Ma mère, assise à côté de lui, a souri légèrement et a applaudi discrètement, comme si l'affaire était déjà entendue. J'étais assise seule au banc de la défense, les mains crispées sous le bois de la table, observant tous les regards de la salle se tourner vers moi. Ils pensaient tous que j'avais l'air vaincu. La fille silencieuse, celle qui s'efface toujours. Personne n'a remarqué le changement sur le visage de la juge. La juge Mercier a cessé de feuilleter le dossier. Ses doigts se sont figés sur une page. Puis, elle a levé la tête lentement et m'a regardé droit dans les yeux. Mademoiselle Laurent, dit-elle d'une voix calme, mais assez tranchante pour couper court au murmure. Niez-vous tout ce qui vient d'être dit, ou y a-t-il quelque chose que vous n'avez pas encore dit à la cour? La salle s'est figée. L'expression confiante de mon père a vacillé pour la première fois. Les mains de ma mère se sont figées en plein applaudissement, et à cette seconde précise, j'ai su que l'histoire qu'ils étaient tous venus entendre était sur le point de s'effondrer. Si vous avez déjà été rejeté par les personnes censées vous connaître le mieux, restez jusqu'à la fin pour voir comment le silence peut devenir l'arme la plus redoutable. Pour comprendre pourquoi j'étais assise là, seule, aujourd'hui, je dois remonter au tout début de l'histoire de ma famille. Dès mes premiers souvenirs, ma famille avait déjà décidé qui était Lucas et qui je ne serais jamais. Mon jeune frère entrait dans chaque pièce comme s'il en était le propriétaire, bruyant, prompt à rire, toujours prêt à donner son avis. Mes parents voyaient cela comme une promesse. Lucas fera de grandes choses, disait mon père, une main sur son épaule, comme si l'avenir était déjà signé à son nom. Lucas y croyait aussi. Il n'a jamais douté qu'il méritait la meilleure place à table, le jouet le plus récent, les applaudissements les plus forts. Moi, j'étais l'autre. Celle qui rangeait après tout le monde, qui finissait ses devoirs sans qu'on le lui demande, qui restait silencieuse quand les voix s'élevaient. Il m'appelait responsable. Ce mot me suivait comme une ombre. Responsable signifiait utile, mais jamais spécial. Responsable signifiait que je n'avais pas besoin d'éloges parce que je devais déjà connaître ma place. Les anniversaires rendaient cela encore plus clair. Quand Lucas a eu 8 ans, mes parents ont organisé une fête dans le jardin avec un château gonflable, un camion à pizza et un gâteau géant en forme de ballon de foot. Il a déchiré les cadeaux jusqu'à ce que le papier d'emballage recouvre la pelouse, un nouveau vélo à vitesse, une console de jeux vidéo, des rollers. Je me tenais au bord de la foule, tenant une assiette en carton, souriant parce que c'est ce qu'on fait. Mon cadeau de leur part était une carte avec un billet de 20 € et les mots « Continue tes efforts ». Lucas a regardé par-dessus son épaule, a souri et a dit « Merci d'être venu, Manon ». Tout le monde a ri comme si c'était drôle. J'ai forcé un sourire et je suis rentré pour aider ma mère à nettoyer la cuisine avant la fin de la fête. Une autre année, pendant les grandes vacances. Nous avons conduit jusqu'à une maison de location en Ardèche pour une semaine. Lucas s'est assis sur le siège passager avant pendant tout le trajet, choisissant chaque chanson, décidant quand nous nous arrêtions pour le goûter. J'étais assise à l'arrière avec la glacière et les sacs, les genoux pressés contre le siège avant. Quand nous sommes arrivés, il a choisi la chambre avec la plus belle vue. J'ai pris le clic-clac dans le salon. Personne n'a demandé. Personne n'avait besoin de le faire. C'était juste comme ça que les choses fonctionnaient. Le moment qui a brisé quelque chose en moi s'est produit quand j'avais 11 ans. Notre famille avait un vase en cristal sur la console de l'entrée, un objet que ma mère adorait, bleu et fragile. Un après-midi, Lucas courait dans la maison avec un ballon de foot. Il a tiré fort. Le ballon a heurté la table. Le vase est tombé et s'est brisé sur le carrelage. J'étais dans la pièce d'à côté en train de lire. Mes parents se sont précipités. Lucas a commencé à pleurer avant que quiconque ne parle. Ça a glissé. Je ne l'ai pas fait exprès. Mon père a regardé les morceaux, puis moi, debout dans l'encadrement de la porte. « Manon, pourquoi ne l'as-tu pas arrêté ?» a-t-il demandé. J'ai ouvert la bouche pour expliquer que je n'étais même pas là, mais ma mère m'a coupé. Elle est toujours dans les parages quand les choses tournent mal. Lucas continuait de sangloter. Mon père s'est tourné vers lui, s'adoucissant. « C'est bon, fiston. Les accidents arrivent. » Puis il s'est retourné vers moi. « Tu es l'aîné.
Tu aurais dû surveiller. Tu es privé de sortie pour le week-end. Pas de livres, pas de télé. J'ai essayé de parler, mais on m'a envoyé dans ma chambre. La voix de mon père s'est durcie. Ça suffit. Tu as toujours une excuse. C'est toi qui causes des problèmes. Lucas a jeté un coup d'œil derrière ma mère, les larmes séchant déjà, un petit sourire en coin quand personne ne regardait. Cette nuit-là, je me suis assise sur mon lit dans le noir, rejouant les morceaux de la journée. J'ai pleuré silencieusement dans mon oreiller pour que personne n'entende. Pour la première fois, j'ai compris quelque chose de froid et de clair. Dire la vérité ne comptait pas. Avoir raison ne comptait pas. Parler ne faisait que rendre la pièce plus froide, les voix plus fortes, la punition plus longue. Dès lors, le silence est devenu mon choix le plus sûr. Si je restais silencieuse, il ne pouvait pas déformer mes mots. Si je restais silencieuse, je pouvais survivre. Les années ont passé ainsi. Le lycée a apporté plus de la même chose. Lucas jouait dans l'équipe titulaire du club de foot local, était invité à toutes les soirées, sortait avec les filles populaires. Mes parents assistaient à chaque match, encourageaient jusqu'à ce que leur voix se brise. J'obtenais les félicitations du conseil de classe chaque trimestre. J'avais rejoint le club de débat parce que cela me permettait de parler sans que personne ne m'interrompe. Mais ils ne sont jamais venus à un seul concours. Nous sommes occupés avec l'emploi du temps de Lucas, disait ma mère. Tu comprends, n'est-ce pas? J'acquiesçais. J'acquiesçais toujours. J'ai commencé à travailler à temps partiel à 16 ans, à faire de la mise en rayon à la librairie du quartier après les cours. L'argent allait sur un livret A dont mes parents ignoraient l'existence. J'achetais mes propres vêtements, payais mon forfait téléphonique, faisais le plein sans demander. L'indépendance n'était pas une rébellion. C'était une protection. Si je comptais sur eux, je leur étais redevable. Si je leur devais quelque chose, ils pouvaient tout reprendre. Au moment où j'ai eu mon bac, Lucas parlait déjà de grandes écoles et de projets grandioses. J'ai été accepté à l'université publique avec une bourse partielle et j'ai travaillé 2 boulots pour couvrir le reste. Mes parents lui ont organisé une grande fête de départ. La mienne fut un dîner tranquille à la maison. Tu t'en sortiras, a dit mon père en me tapotant l'épaule. Tu es responsable. Je suis parti pour la fac sans fanfare. Et pour la première fois depuis des années, la maison a dû sembler plus calme sans moi. Pas parce que je leur manquais, mais parce que la personne qui nettoyait toujours, qui s'effaçait toujours, était finalement partie. Ce silence que j'avais appris enfant est resté avec moi. Il m'a suivi dans les chambres de cité universitaire, les quarts de travail tardifs et les petits matins. C'est devenu une partie de qui j'étais. Pas une faiblesse, une survie. Mais la survie a un coût. Et des années plus tard, quand grand-père Henri m'a laissé le studio de yoga et la camionnette, ce coût a finalement dû être réglé. Grand-père Henri s'est éteint doucement un mardi matin à la fin de l'automne. Il était malade depuis des mois, mais il ne se plaignait jamais. La dernière fois que je l'ai vu vivant, il m'a tendu une vieille enveloppe contenant un testament holographe sur du papier jauni, sa signature tremblante au bas. « C'est pour toi, Manon, dit-il en pressant l'enveloppe dans ma main avec un jeu de clés et l'acte de propriété original. Tu as toujours été celle qui était présente. Lucas ne l'était jamais. Il possédait un petit studio de yoga à la périphérie de la ville depuis plus de 30 ans. C'était un simple bâtiment en briques avec des fenêtres fissurées, un parquet usé et une seule grande salle bordée de miroirs. Attenante, il y avait une vieille fourgonnette de livraison qu'il utilisait pour transporter des tapis, des briques et du matériel de sonorisation pour les cours en plein air dans le parc. L'endroit n'avait pas rapporté beaucoup de bénéfices au cours de la dernière décennie. L'équipement était obsolète, le système de chauffage capricieux et le parking avaient besoin d'être refaits. Ma famille l'a immédiatement rejeté. Cette vieille chose, a dit mon père au dîner le soir suivant. Ça vaut à peine le terrain sur lequel c'est posé. Vends-le vite et on partage l'argent. Ma mère a hoché la tête. Lucas a haussé les épaules et a changé de sujet. Je n'ai pas discuté. J'ai simplement pris les clés et j'ai conduit jusqu'au studio le week-end suivant. La porte a grincé quand je l'ai déverrouillée. La poussière flottait dans la lumière du soleil. Les miroirs étaient tachés, les murs avaient besoin de peinture, et la camionnette sur le parking arrière avait un pneu crevé, mais l'espace semblait solide. C'était quelque chose qui pouvait être réparé, quelque chose qui pouvait m'appartenir. J'ai commencé petit.
D'abord, j'ai nettoyé. J'ai frotté les parquets jusqu'à ce que le bois brille à nouveau. J'ai lavé les miroirs au vinaigre et au papier journal jusqu'à ce qu'ils reflètent clairement. J'ai rebouché les fissures des murs avec de l'enduit et j'ai peint tout l'intérieur d'un vert sauge doux. La camionnette a pris plus de temps. J'ai remplacé le pneu, fait la vidange et fait vérifier les freins. Chaque dépense provenait de mes économies, celles que j'avais construites silencieusement depuis le lycée. Je n'ai pas demandé d'aide à mes parents. Je ne leur ai pas dit combien de nuits je travaillais tard au bureau, puis conduisais directement au studio pour poncer les plaintes jusqu'à ce que mes mains soient couvertes d'ampoules. Apprendre à diriger des cours était plus difficile. J'avais fait du yoga sporadiquement à la fac, mais enseigner était différent. Je me suis inscrite à une formation certifiante en ligne et j'ai pratiqué des séquences dans la salle vide jusqu'à ce que ma voix cesse de trembler. Mon premier cours comptait 3 élèves, une infirmière à la retraite, une jeune institutrice et un étudiant qui était entré par hasard. J'ai donné le cours gratuitement ce jour-là. Ils sont revenus la semaine suivante. Le bouche-à-oreille s'est propagé lentement via les groupes Facebook locaux et le panneau d'affichage de la médiathèque. La camionnette est devenue ma bouée de sauvetage. Je la chargeais de tapis roulés, de traversins et d'une enceinte portable. Les week-ends, je conduisais jusqu'au parc municipal à l'autre bout de la ville pour des séances au lever du soleil. Les gens aimaient l'air frais, l'espace ouvert, la façon dont je gardais les cours doux et encourageants. Personne n'était jugé pour avoir modifié une pause ou être arrivé en retard. Je n'élevais jamais la voix. J'écoutais, et ils continuaient de venir. Les nuits étaient longues. Je travaillais à temps plein au bureau de 9h à 17h, puis je filais au studio. J'enseignais 2 cours du soir, je nettoyais après, et je restais souvent jusqu'à minuit pour mettre à jour les plannings ou répondre aux emails des nouveaux clients. Les week-ends signifiaient plus de cours, plus de conduite, plus de chargement et de déchargement. Mes mains étaient rugueuses à force de transporter du matériel. Mon dos me faisait souffrir à force de porter des piles de tapis. Mais chaque fois qu'un élève me remerciait après le cours, disant qu'il se sentait plus calme qu'il ne l'avait été depuis des mois, l'épuisement en valait la peine. Je n'ai jamais mentionné mes difficultés à ma famille. Quand ma mère appelait pour demander comment ça allait, je disais « bien ». Quand Lucas m'envoyait un texto pour demander si j'avais besoin d'aide, je répondais « je gère ». Je ne voulais pas de leurs opinions. Je ne voulais pas de leur pitié. C'était à moi. Les mois se sont transformés en une année. Le studio a lentement changé. De nouveaux tapis ont remplacé les anciens. Épais, adhérents, aux couleurs douces. J'ai installé un meilleur éclairage et un petit système audio. J'ai ajouté des étagères pour les accessoires et un coin avec du thé et des couvertures pour la relaxation après les cours. La camionnette a reçu une nouvelle couche de peinture et des pneus neufs. Les cours ont grandi. Ce qui a commencé avec 3 personnes est passé à 8, puis 12, puis 20. J'ai augmenté légèrement les prix, mais je les ai gardés abordables. Les gens revenaient parce qu'ils se sentaient considérés. Un samedi matin, après une session en plein air bondé dans le parc, un groupe d'habitués est resté pour discuter. Cet endroit est comme une seconde maison, a dit une femme. Vous donnez envie de revenir. J'ai souri et je les ai remerciés. À l'intérieur, quelque chose a changé. Pour la première fois, je ne faisais pas que survivre. Je construisais. Le studio n'était pas parfait. Le toit fuyait encore lors des grosses pluies. Le chauffage cliquetait en hiver. Mais c'était le mien. J'avais gagné chaque centimètre carré. Et au fil des mois, la valeur a augmenté. Pas seulement en euros, mais dans la confiance tranquille qui vient du fait de savoir que vous avez fait quelque chose de réel. Le studio a commencé à prospérer d'une manière que je n'avais pas osé espérer. Les cours qui attiraient autrefois une poignée de personnes remplissaient maintenant la salle. Les sessions du soir affichaient complet une semaine à l'avance. Les ateliers du week-end dans le parc attiraient des foules de 20, 30, parfois plus. J'ai dû acheter des tapis et des briques supplémentaires juste pour suivre la demande. La camionnette était sur la route presque tous les jours pour transporter le matériel vers différents lieux. Le chiffre d'affaires a doublé en 6 mois. J'ai embauché une assistante à temps partiel pour gérer les inscriptions et le nettoyage afin que je puisse me concentrer sur l'enseignement. Pour la première fois, les chiffres sur mon tableur étaient écrits en noir au lieu de rouge. Les gens parlaient du studio. Ils aimaient l'atmosphère, calme, accueillante, sans pression pour être parfait.
Je ne poussais jamais personne dans des poses avancées. J'adaptais les séquences aux blessures, proposais des modifications sans commentaire. Les élèves ont commencé à amener des amis. Un blog local sur le bien-être m'a consacré un petit article. Une perle rare en ville, disait-il. Les réservations continuaient d'affluer. C'est alors que les coups de fil ont commencé. Ma mère a appelé un soir alors que je fermais. Le studio a l'air de bien marcher, hein, a-t-elle dit, le ton léger mais curieux. J'ai eu des nouvelles de Madame Dubois au supermarché. Elle a dit qu'elle est allée à l'un de tes cours. Elle a dit que c'était plein à craquer. J'ai marqué une pause, la clé dans la porte. Oui, ça se passe bien. Elle a marqué une pause aussi. C'est bien. Vraiment bien. La conversation s'est terminée rapidement, mais quelque chose semblait différent. Elle n'avait jamais posé de questions sur le studio auparavant. Quelques jours plus tard, Lucas est arrivé à l'improviste. Il est entré pendant un cours d'après-midi calme, portant un jean et un sweat à capuche, les mains dans les poches. « Salut, Manon » a-t-il dit après le départ des élèves. L'endroit a changé. Beau boulot, il a regardé autour de lui, hochant la tête comme s'il évaluait un bien immobilier. J'ai réfléchi. Tu t'en sors bien, mais c'est beaucoup pour une seule personne. Laisse-moi t'aider à gérer ça. Je pourrais m'occuper du côté commercial, du planning, du marketing. On pourrait voir plus grand. J'ai essuyé un tapis et gardé ma voix égale. J'ai tout sous contrôle. Il a souri, mais cela n'a pas atteint ses yeux. Allez, on est de la famille. Pourquoi ne pas partager la charge? J'ai secoué la tête. J'ai construit ça seul. Je n'ai pas besoin d'aide. Il est parti sans insister davantage, mais la visite est restée dans mon esprit. La semaine suivante, il m'a envoyé un texto, j'ai parlé à papa et maman. Ils pensent que c'est injuste. Tu as tout. Peut-être qu'on pourrait partager les bénéfices 50-50e. La famille devrait en profiter ensemble. J'ai fixé le message pendant un long moment avant de répondre. Non, c'est à moi. Il n'a pas répondu tout de suite. Quand il l'a fait, son ton avait changé. Tu travailles trop dur. Tu as l'air épuisé. Faire ça toute seule va te mener au burn-out. Tu n'es pas assez forte pour ça sur le long terme. Je n'ai pas répondu. J'ai posé le téléphone et je suis retourné préparer le cours suivant. Mais les mots sont restés avec moi comme une écharde sous la peau. Il a appelé quelques jours plus tard. Écoute, Manon. Tout le monde dans la famille pense que je devrais être celui qui dirige. Je suis meilleur pour voir grand. Tu es bonne pour les détails, mais ça devient trop gros pour toi. Tu as dit une fois que si jamais ça prenait de la valeur, on trouverait un arrangement. Tu te souviens? Je ne me souvenais d'aucune conversation de ce genre. Je n'ai jamais dit ça. Il a soupiré. Tu étais fatigué. Tu ne t'en souviens probablement pas. Mais on peut arranger ça. Signe juste un accord simple. Copropriété. C'est juste. J'ai raccroché. Mes mains tremblaient. Je me suis assise sur le sol du studio en regardant les tapis que j'avais achetés avec mon propre argent. La pièce semblait plus petite. Puis l'enveloppe est arrivée. Épaisse, format légal, sans adresse de retour. Je l'ai ouverte à la table de la cuisine dans mon appartement. Document judiciaire. Lucas Laurence et Manon Laurent. Requête en transfert de propriété du studio de yoga et du véhicule. Le dossier prétendait que j'avais accepté verbalement de partager la propriété, puis que je m'étais rétracté en raison d'une instabilité émotionnelle causée par le surmenage et le stress. Ci-jointes se trouvaient des attestations sur l'honneur de mon père et de ma mère déclarant qu'ils avaient été témoins de conversations où j'exprimais des doutes sur ma capacité à gérer seul. Ils avaient signé sans hésitation. La trahison m'a frappé comme un coup physique. J'ai lu les pages 2 fois, puis je les ai posées. Ma poitrine s'est serrée. Mes yeux me brûlaient, mais je n'ai pas pleuré. J'avais appris il y a longtemps que les larmes ne changeaient rien. J'ai appelé Maître Lefebvre, l'avocat que j'avais trouvé grâce à un collègue de travail. Il a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai fini, il a dit, c'est faible. Pas d'accord écrit, aucune contribution financière de sa part. Nous allons nous battre. Je l'ai remercié et j'ai raccroché. La date d'audience a été fixée 6 semaines plus tard.
J'ai continué à enseigner. J'ai continué à conduire la camionnette. J'ai continué à sourire aux élèves. Mais chaque soir, seul dans le studio après la fermeture, je sentais le poids de ce qui arrivait. Pas de la peur, pas de la colère, quelque chose de plus froid, de la résolution. Ils pensaient pouvoir prendre ce que j'avais construit. Ils avaient tort. Le palais de justice semblait plus froid que je ne l'avais imaginé ce matin-là. Je suis entré seul, portant seulement une chemise avec mes notes. Lucas était déjà là, assis entre mes parents, habillé avec élégance, l'air détendu. Mon père a salué de la tête quelques personnes qu'il connaissait dans la salle. Ma mère a ajusté son foulard et a évité mon regard. Maître Lefebvre m'a accueilli calmement à la table de la défense. « Nous sommes prêts » a-t-il dit. J'ai hoché la tête et j'ai pris place. L'audience a commencé avec l'avocat de Lucas qui s'est levé le premier. Il a parlé avec fluidité, peignant le portrait d'une personne dépassée par les responsabilités. Mademoiselle Laurent a montré des signes de tension émotionnelle au cours des dernières années, a-t-il dit, énumérant les longues heures de travail, l'isolement familial et les moments où j'avais admis être fatigué. Il a présenté cela comme de l'inquiétude. Mon client, son frère, veut seulement s'assurer que l'entreprise est gérée correctement, pour son bien à elle autant que pour les autres. Il a appelé Lucas à la barre. Lucas a parlé avec assurance, la voix stable. Manon a toujours été la sensible, a-t-il dit. Elle stresse facilement. Je l'ai vue douter d'elle-même. Elle m'a même dit une fois qu'elle n'était pas sûre de pouvoir tout gérer seule. J'ai proposé de partager la charge, mais elle s'est braquée. Je suis là parce que je tiens à elle. Elle a besoin d'aide, qu'elle l'admette ou non. Je l'observais. Son visage montrait une inquiétude répétée devant le miroir. La juge écoutait sans expression. Puis mon père a été appelé comme témoin. Il a marché vers la barre avec détermination, a ajusté sa cravate et a regardé la juge. Manon est une travailleuse acharnée, a-t-il commencé d'une voix ferme. Personne ne doute de cela, mais elle ne sait que trimer, pas voir la situation dans son ensemble. Lucas est celui qui a la vision. Il a une famille maintenant, de la stabilité, des projets. Le studio et la camionnette devraient aller à quelqu'un qui peut les faire grandir correctement. Il a marqué une pause, jetant un bref coup d'œil vers moi. C'est ce qu'il y a de mieux pour tout le monde. Ma mère a suivi. Elle a parlé doucement mais clairement. Nous nous sommes toujours inquiétés qu'elle se pousse trop à bout. Elle nous exclut. Lucas veut juste protéger ce que grand-père a construit. Elle a fait un signe de tête vers Lucas, sa main posée sur la barre, la salle a murmuré. Quelques têtes se sont tournées vers moi. Je sentais le poids de leurs suppositions. La fille silencieuse, celle qui ne pouvait pas gérer la pression. Mes mains reposaient sur la table, stables. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas détourné le regard. Je les ai laissés parler. L'avocat de Lucas a continué, citant des emails et des textos où j'avais mentionné être fatigué après de longues journées. Il les a présentés comme des preuves d'instabilité. Ce n'est pas une question d'avidité, a-t-il conclu. C'est une question de famille qui veille sur l'un des siens. Maître Lefebvre prenait des notes mais n'interrompait pas. Il attendait. J'attendais. La salle penchait en leur faveur. Mon père s'est rassis, satisfait. Lucas a souri faiblement à nos parents. Il croyait que l'issue était claire. La juge a feuilleté les documents, son expression illisible. Elle a posé quelques questions de clarification, date des conversations présumées, détail des contributions. Les réponses de Lucas étaient rapides. Celle de mon père était directe. Celle de ma mère était encourageante. Je suis restée silencieuse, non pas parce que je n'avais rien à dire, mais parce que je voulais qu'ils finissent d'abord. Chaque mot qu'ils prononçaient ajoutait des étages à l'histoire qu'ils avaient construite sur moi, et chaque étage rendait leur fondation plus instable. La matinée s'étirait. L'avocat a conclu son plaidoyer par un dernier appel à une résolution équitable. La juge a hoché la tête une fois. Nous entendrons la défense après la suspension. Le marteau a frappé légèrement. Pendant la pause, je suis sorti prendre l'air. Maître Lefebvre m'a rejointe. Ils ont beaucoup parlé, a-t-il noté. C'est bon pour nous. J'ai hoché la tête. Le soleil semblait chaud sur mon visage. Je respirais régulièrement. Quand nous sommes revenus, la salle s'est calmée à nouveau,
Mes parents chuchotaient à l'oreille de Lucas. Il avait l'air confiant. Mon père a croisé les bras, certain de lui. La juge a appelé la cour à l'ordre. Maître Lefebvre s'est levé. Mais avant qu'il ne parle, la juge Mercier m'a regardé directement. La salle est devenue complètement silencieuse. Je savais que la suite allait tout changer. Maître Lefebvre s'est levé lentement. La salle d'audience était devenue silencieuse après la suspension, l'air chargé d'attente. Il s'est dirigé vers le bureau de la juge portant un mince dossier. Rien de dramatique, juste de la précision. Madame la juge, commença-t-il d'une voix calme et égale, avec la permission de la cour, la défense souhaite présenter des preuves qui répondent directement au prétendu accord verbal. La juge a hoché la tête. Allez-y. Maître Lefebvre a ouvert le dossier. Premièrement, nous avons une série de SMS et de mails échangés entre le plaignant, Monsieur Lucas Laurent, et ma cliente, Mademoiselle Manon Laurent. Il a remis des copies au greffier qui les a distribuées à la juge et à la partie adverse. Ces messages ont été envoyés après que le studio a commencé à montrer une croissance significative, après que les cours se sont remplis, après que les revenus ont augmenté, après que la valeur est devenue évidente. Il en a lu un à haute voix. La date correspondait à 6 mois après que j'avais commencé à faire du profit. Maintenant que le studio vaut vraiment quelque chose, tu dois partager avec moi. C'est juste. La famille ne garde pas tout pour elle. Un autre, quelques semaines plus tard, maman et papa sont d'accord pour dire que tout ne devrait pas être à toi. Signe les papiers avant que ça ne devienne compliqué. Lucas a bougé sur son siège. Son avocat s'est penché et a chuchoté quelque chose. Le visage de Lucas s'est tendu. Ce n'était que des conversations, a-t-il dit rapidement. J'essayais de la raisonner. Maître Lefebvre ne l'a pas regardé. La raisonner, a-t-il répété. Regardons la chronologie. Ces messages commencent précisément quand l'entreprise a montré du profit, pas avant, pas pendant le prétendu accord verbal. Il s'est tourné vers la juge. Il n'y a aucune trace de discussion antérieure sur le partage de la propriété. La salle semblait plus petite. Les bras de mon père se sont légèrement décroisés. Les mains de ma mère se sont serrées plus fort sur ses genoux. Maître Lefebvre a continué. Ensuite, nous avons les dossiers financiers. Il a placé un autre ensemble de documents sur la table. Ce sont les factures pour les nouveaux tapis, briques, traversins et le matériel de sonorisation acheté pour le studio. Il a pointé les dates, toutes datées de plusieurs mois après la supposée promesse verbale de partage. S'il y avait eu un quelconque accord, il y aurait eu des contributions partagées. Il n'y en a aucune. Chaque reçu mentionne Mademoiselle Laurent comme seule payeuse. L'avocat de Lucas a objecté. Madame la juge, c'est sans rapport avec l'accord verbal. La juge a levé la main. Je l'autorise. Continuez. La table du plaignant a commencé à s'agiter. Lucas a regardé son avocat, les yeux écarquillés. Mon père s'est penché en avant, la mâchoire serrée. Maître Lefebvre a pris une inspiration. Enfin, il a dit, nous avons un enregistrement téléphonique. Il a placé un petit appareil sur la table. Ceci est un fichier audio d'une conversation entre le plaignant et ma cliente, enregistré légalement par Mademoiselle Laurent pour sa propre protection. La juge a haussé un sourcil. Maître Lefebvre a appuyé sur lecture. La voix de Lucas a rempli la salle, claire et impatiente. Signe juste les papiers de transfert, Manon. Tu ne vas pas gérer ça éternellement. Tu es trop fragile pour ça. Signe maintenant avant que je ne doive te poursuivre en justice et rendre ça moche. Tu ne peux pas gérer ça toute seule. L'enregistrement s'est terminé. Le silence a englouti la salle d'audience. Ma mère a détourné le visage du bureau de la juge, fixant le sol. Mon père a baissé la tête, les mains agrippant la barre. La bouche de Lucas s'est ouverte, fermée, ouverte à nouveau. Aucun son n'est sorti. La juge a regardé Lucas. Monsieur Laurent, reconnaissez-vous cette voix? Il a dégluti. Oui, madame la juge. Niez-vous avoir fait cette déclaration? Il a hésité. J'étais frustré. Frustré, a répété la juge. Son ton s'est durci. Vous prétendez vous inquiéter pour le bien-être de votre sœur, pourtant cet enregistrement suggère de la coercition.
Vous faites référence à un procès comme moyen de pression. Vous la qualifiez de fragile tout en exigeant qu'elle cède une propriété qu'elle détient de plein droit. Lucas a essayé de parler. Je ne voulais pas dire. La juge l'a coupé. Vous avez fait référence à un accord verbal antérieur dans votre dossier. Pourtant, les preuves montrent qu'aucun accord de ce type n'existait avant que l'entreprise ne prenne de la valeur. Les messages que vous avez envoyés sont venus après le succès. Les achats ont été effectués uniquement par Mademoiselle Laurent. Et maintenant, cet enregistrement vous montre en train de faire pression sur elle pour qu'elle signe sous la menace. Elle s'est tournée vers mon père. Monsieur Laurent, vous avez signé une attestation déclarant avoir été témoin de conversations sur le partage. Maintenez-vous cela? La voix de mon père était basse. Nous pensions que c'était entendu. Entendu, a dit la juge, ou supposé après coup? Elle a regardé ma mère. Madame Laurent? Ma mère n'a pas levé les yeux. Nous voulions ce qui était juste. La juge s'est reculée. L'équité n'est pas déterminée par qui profite une fois le travail terminé. Cette cour voit un schéma, une pression appliquée uniquement lorsque l'actif est devenu précieux. Aucune preuve d'accord préalable, aucune contribution financière du plaignant, et des tentatives claires de forcer le transfert. Elle s'est adressée directement à Lucas. Votre réclamation repose sur le fait de dépeindre votre sœur comme incapable. Pourtant, les dossiers montrent une gestion cohérente, une croissance et de la responsabilité de sa part. Les preuves contredisent votre récit. La salle est restée immobile. Plus de murmures maintenant, juste le poids de ce qui avait été révélé. Maître Lefebvre est retourné à sa place. Il n'a pas souri. Il n'en avait pas besoin. Je suis resté assise sans bouger. La vérité avait parlé d'elle-même, et elle avait été dévastatrice. La juge est revenue après une courte suspension. La salle d'audience était silencieuse, le genre de calme qui vous oppresse la peau. Elle s'est assise, a croisé les mains et nous a regardé chacun notre tour à travers la pièce. Quand son regard m'a atteinte, il s'est attardé un instant de plus. J'ai examiné toutes les preuves, a-t-elle commencé d'une voix stable et délibérée. La demande du plaignant repose sur un prétendu accord verbal de partage de la propriété du studio de yoga et du véhicule associé. L'attestation et le témoignage à l'appui suggèrent une instabilité émotionnelle de la part de Mademoiselle Laurent comme base d'intervention. Elle a marqué une pause, laissant les mots se poser. Cependant, la défense a présenté une documentation claire, des dossiers financiers montrant la responsabilité exclusive de toutes les améliorations, achats et coûts opérationnels. Les communications du plaignant n'apparaissent qu'après que l'entreprise a acquis une valeur mesurable. Et surtout, une conversation enregistrée dans laquelle le plaignant fait explicitement pression sur Mademoiselle Laurent pour qu'elle cède la propriété sous la menace de litige. Elle s'est tournée vers Lucas. Ce n'est pas de l'inquiétude. C'est de l'opportunisme. Lucas était assis, rigide. Son avocat a fait un petit mouvement, mais la juge a continué, la Cour ne trouve aucune preuve crédible d'un quelconque accord antérieur. Le testament holographe de M. Henri Laurent est sans ambiguïté, pleine propriété à Mademoiselle Manon Laurent. Aucune contribution financière du plaignant n'a été démontrée. Aucun modèle de gestion partagée n'existe. La demande est rejetée dans son intégralité. Elle a regardé Lucas et mes parents. De plus, toute tentative continue de harceler, de contraindre ou de contester la propriété de Mademoiselle Laurent pourra entraîner des conséquences juridiques supplémentaires, y compris pour outrage ou au civil. L'affaire est close. Le marteau a frappé une fois, net et définitif. La salle a expiré. Quelques personnes dans le public ont bougé. Mon père fixait droit devant lui. Les mains de ma mère tremblaient légèrement. Le visage de Lucas était devenu pâle. Je me suis levé. Pour la première fois de la journée, j'ai parlé. Madame la juge, ai-je dit, la voix claire dans le calme. Puis-je m'adresser à la cour? La juge Mercier a hoché la tête. Vous pouvez. Je me suis tourné légèrement vers ma famille. Ils semblaient plus petits, d'une certaine manière. J'ai passé ma vie entière à m'entendre dire qui je suis, ai-je dit. Que je suis responsable, mais pas capable. Que je suis travailleuse mais pas visionnaire, que je devrais m'effacer parce que quelqu'un d'autre mérite plus. Personne n'a jamais demandé comment j'allais quand je faisais 2 boulots pour payer le studio. Personne n'est venu voir les nuits tardives, les réparations, les cours que je donnais quand j'étais épuisé.
Personne n'a offert d'aide. Vous n'avez remarqué que quand ça a commencé à réussir. J'ai marqué une pause. Les mots venaient facilement maintenant. Vous avez signé des déclarations disant que j'étais instable. Vous avez dit que j'avais besoin de protection, mais la seule chose dont j'avais besoin était qu'on me laisse tranquille pour faire ce que j'ai toujours fait, prendre soin de moi-même parce que vous ne l'avez jamais fait. Mon père a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Ma mère a baissé les yeux sur ses genoux. Lucas fixait le sol. Je ne suis pas en colère, ai-je continué. J'ai juste fini. Je me suis rassise. La juge m'a fait un petit signe de tête. Rien de dramatique, juste une reconnaissance. Puis elle s'est levée. L'huissier a annoncé, l'audience est levée. J'ai rassemblé mes affaires. Maître Lefebvre m'a touché le bras légèrement. Vous avez bien fait. Je l'ai remercié et je suis sorti sans regarder en arrière. Dehors, l'air était vif et propre. Je suis resté sur les marches un moment, laissant le bruit de la ville m'envahir. Pas de triomphe, juste une libération. Ce soir-là, je suis retourné au studio. Le dernier cours était terminé depuis des heures. J'ai verrouillé la porte derrière moi, éteint les lumières principales et laissé seulement la douce lueur au-dessus des miroirs. Je me suis assise par terre au centre de la pièce, les jambes croisées, les mains posées sur mes genoux. L'espace était calme, pas de musique, pas de voix, juste le faible bourdonnement du chauffage et le grincement occasionnel du vieux bâtiment qui travaillait. J'ai pensé aux années d'avant. Au silence que j'avais porté comme une armure. Aux nuits où j'avais travaillé seul. Au moment où j'ai réalisé que parler ne changeait jamais leur avis. Aujourd'hui, j'avais parlé, non pas pour les convaincre, mais pour fermer la porte. Mon téléphone a vibré dans mon sac. Je l'ai sorti. Des messages de ma mère, il faut qu'on parle. Un message vocal de Lucas, ce n'est pas fini. Je n'en ai écouté aucun. J'ai ouvert mes contacts un par un. J'ai bloqué leurs numéros. Puis je les ai bloqués sur toutes les plateformes. Je n'ai pas hésité. Je n'ai pas donné d'explication. Les semaines ont passé. La nouvelle s'est répandue discrètement dans la communauté locale. Les gens qui connaissaient Lucas de l'école ou des événements de quartier ont entendu parler du procès. Certains ont arrêté d'aller à ses cours occasionnels. D'autres chuchotaient lors des sessions au parc. Personne ne l'a confronté directement, mais les réservations ont chuté. Les élèves choisissaient le studio qui semblait sûr, pas celui lié à un drame familial. Mes parents ont affronté leurs propres conséquences silencieuses. Les voisins qui avaient l'habitude de faire signe hochaient maintenant poliment la tête et continuaient de marcher. Les amis de l'association locale posaient des questions prudentes, puis arrêtaient de demander. Ils n'étaient pas bannis, juste mis à distance. Un changement subtil qui se produit quand les gens choisissent leur camp sans dire un mot. Je n'ai pas jubilé. Je n'ai pas pris de leurs nouvelles. J'ai simplement vécu. Chaque soir, après le départ du dernier élève, je fermais le studio moi-même. J'éteignais les lumières, verrouillais la porte et m'asseyais quelques minutes dans la pièce sombre. Les miroirs ne reflétaient rien que le calme. C'était suffisant. Pour la première fois de ma vie, j'ai compris que le silence n'était pas une faiblesse. Ce n'était pas de l'endurance. C'était un choix. Une décision délibérée de protéger ce que j'avais construit, de garder l'espace que j'avais gagné, de refuser quiconque pensait pouvoir le prendre parce qu'il croyait le mériter davantage. J'avais porté le silence si longtemps qu'il semblait faire partie de moi. Maintenant, il était à moi pour l'utiliser, pas à eux pour l'exiger. Et dans cette pièce calme, avec le monde extérieur qui continuait sans moi, n'attendant aucune approbation, je me suis enfin senti chez moi.